Chapitre Fan 9. Achab et Starbuck dans la cabine. Le lendemain matin, l'équipage pompait comme à l'accoutumée, quand une quantité d'huile non négligeable vint avec l'eau. En bas, il devait y avoir une fuite sérieuse dans les barils. Chacun s'inquiéta, et Starbuck descendit dans la cabine pour faire rapport de cette malencontreuse affaire. 26. Par le sud-ouest, le Pequod approchait à présent de Formose et des îles Batchi, entre lesquelles la mer de Chine débouche au tropique dans le Pacifique. C'est pourquoi Starbuck trouva Achab, une carte générale des archipels orientaux déployée devant lui, et une autre des longues côtes et des îles du Japon, Nippon, Matsumae et Shikoku. Sa nouvelle jambe d'ivoire blanche comme la neige, appuyée contre la jambe vissée de sa table, un couteau de poche en forme de serpe à la main, l'étonnant vieillard, le dos tourné à la porte, fronçait le sourcil et retraçait une fois de plus sa route. « Qui est là ?» demanda-t-il en entendant le pas sur le seuil de la porte. « Au pont, partez !» Le capitaine Achab se méprend. « C'est moi. L'huile fuit dans la cale, sire. Il nous faut hisser les petits palans et décharger. » Hissèrent les petits palans et décharger. Maintenant que nous approchons du Japon, mettre en panne pour une semaine pour rafistoler un lot de vieux cerceaux. Ou le faire, sire, ou perdre en un jour plus d'huile que nous n'en pouvons rattraper en une année. Ce qu'avons acquis en parcourant 20 000 milles vaut d'être sauvé, sire. Il en est ainsi, si nous rattrapons. Je parlais de l'huile dans la cale, sire. Et je n'en parlais pas. Je n'y pensais même pas du tout. Partez, laissez-la couler. Moi-même je ne suis que fuite. Oui, des fuites au sein de fuites, non seulement plein de barils qui fuient, mais ceux-ci encore dans un navire qui fait eau, c'est une situation bien pire que celle du Pequod, homme. Pourtant, je ne m'arrête pas pour boucher ma fuite, qui la trouverait au fond d'une coque si lourdement chargée, et même viendrait-elle à être découverte, quel espoir de l'aveugler dans la tempête hurlante de cette vie. Starbuck, je ne ferai pas hisser les petits palans. Que diront les propriétaires, sieur? Que les propriétaires restent sur la plage de Nantucket et que leur vocifération couvre la voie des typhons. Qu'importe à Achab, les propriétaires, tu es toujours à me débiter des niaiseries au sujet de ces avares, comme si ces propriétaires étaient ma conscience. Mais écoute bien, le seul vrai propriétaire de quoi que ce soit, c'est celui qui en a le commandement. Et écoute encore, ma conscience est dans la quille de ce navire, au pont. Capitaine Achab, répondit le second en rougissant et en pénétrant plus avant dans la cabine avec une audace si étrangement pleine de respect et de prudence, qu'elle semblait éviter de se trahir si peu que ce fût extérieurement et qu'intérieurement elle semblait douter d'elle-même, plus qu'à demi. Un homme meilleur que moi passerait sur ce qu'il prendrait en mauvaise part venant d'un homme plus jeune que toi, oui, et d'un homme plus heureux, capitaine Achab. Du diable, oses-tu aller jusqu'à me considérer d'un œil scrutateur, au pont? Non, sire, pas encore, je vous implore, et j'ose, sire, vous demander d'être indulgent. Ne pouvons-nous nous comprendre l'un l'autre mieux que jusqu'à présent, capitaine Achab? Achab arracha au râtelier, qui fait partie du mobilier de la plupart des cabines des navires des mers du Sud, un fusil chargé, et le braquant sur Starbuck, il s'écria « Il y a un seul Dieu qui est seigneur de la terre, et un seul qui est seigneur à bord du Pequod, au pont. » On aurait pu croire un instant, au regard étincelant du second et à ses joues enflammées, qu'il avait reçu la décharge du canon levé. Dominant son trouble, il s'apprêta à partir presque calmement, mais s'arrêta un instant sur le seuil et dit « Tu m'as outragé, mais non insulté, sœur. Je ne te demande point de te défier de Starbuck, tu ne ferais qu'en rire. Mais qu'Achab se défie d'Achab, défie-toi de toi-même, vieillard. Il devient courageux, mais n'en obéit pas moins. Prudente bravoure que celle-là, murmura Achab, tandis que Starbuck disparaissait. Qu'a-t-il dit? Qu'Achab se défie d'Achab, ce n'est pas sot. Il y a quelque chose à dire sur ce point. Puis,
Utilisant machinalement le fusil en guise de canne, il arpenta la petite cabine avec un front d'acier. Mais bientôt les barres s'effacèrent au-dessus de ses sourcils, il remit l'arme dans le râtelier et monta sur le pont. « Tu n'es qu'un trop bon garçon, Starbuck, dit-il à voix basse au second, puis élevant la voix, il ordonna à l'équipage. Ferlez les voiles de perroquet, au bas rient les huniers, à l'avant et à l'arrière, brassez la grande vergue, hissez les palans et déchargez la cale. Il est vain peut-être de se demander pour quelle raison exacte. Achab agissait ainsi à l'égard de Starbuck. Ce pouvait être un sursaut d'honnêteté, ou simplement une politique de prudence qui, en cette circonstance, lui interdisait de montrer le moindre signe de désaffection fût-elle passagère, envers le premier officier de son bord. Quoi qu'il en fût, ses ordres furent exécutés et les palans hissés. Chapitre 110. Cuqueg dans son cercueil. En cherchant, on découvrit que les derniers barils arrimés étaient parfaitement sains, et que la fuite devait se trouver plus loin, de sorte que, le temps étant calme, les hommes cherchèrent toujours plus avant, troublant le sommeil de l'énorme premier plan d'arrimage et tirant de leur sombre nuit ces géantes taupes pour les amener à la lumière du jour. Ainsi ils fouillèrent toujours plus avant. Au dernier plan, les tonneaux de 100 gallons avaient un air si antique, si rongé, si moussu qu'on en venait presque à chercher un fût, pierre angulaire moisie, contenant les pièces de monnaie du capitaine Noé et les exemplaires des affiches en vin placardées pour avertir du déluge le vieux monde infatué. On hissa aussi, tierçon après tierçon, les provisions d'eau, de pain, de bœuf, la futaille en bottes et les cercles de fer de rechange, jusqu'à ce qu'il devint difficile de passer sur le pont encombré. La coque vide sonnait sous les pas comme des catacombes et roulait en chancelant comme une dame Jeanne vide. Trop chargé dans les hauts, le navire semblait un étudiant à jeun dont la tête serait pleine de tout Aristote. Heureux que les typhons eussent alors épargné leur visite. Or ce fut à ce moment-là que mon pauvre compagnon païen et fidèle ami de cœur Cuqueg fut pris d'une fièvre qui l'amena près de son immortalité. Ce métier de baleinier, il faut le dire, ne connaît aucune sinécure. Grade et danger vont la main dans la main jusqu'à ce qu'on parvienne au rang de capitaine. Plus on s'élève, plus on peine dure. Il en allait ainsi du pauvre Cuqueg, qui, en tant que harponneur, non seulement devait affronter la fureur de la baleine vivante, mais une fois morte, comme nous l'avons vu, se tenir sur son dos dans la houle. Enfin, il lui fallait descendre dans les ténèbres de la cale, et suant amèrement tout le jour dans cette cellule souterraine, se charger résolument des plus lourds barils et veiller à leur arrimage. Bref, les baleiniers appellent les harponneurs les gens de la cale. Pauvre Cuqueg, lorsqu'on eut à demi extrait les entrailles du navire, vous auriez dû, en vous penchant sur l'écoutille, jeter un coup d'œil sur lui, tandis que, torse nu sur ses seuls pantalons de laine, le sauvage tatoué rampait dans la vase humide, tel un lézard moucheté de verre au fond d'un puits. Et c'est bien un puits ou une glacière que s'avéra être la cale pour lui, le malheureux païen. Chose étrange, malgré ses suées brûlantes, il prit un refroidissement terrible qui dégénéra en fièvre et finalement l'amena, après quelques jours de souffrance sur son hamac, aux portes même de la mort. Ces quelques jours qui se traînèrent avec lenteur le virent dépérir et dépérir encore, tant et si bien qu'il ne parut rester de lui que ses os et ses tatouages. Son visage s'affina au point que ses pommettes se firent aiguës, tandis que ses yeux, s'élargissant toujours plus, prenaient un éclat d'une étrange douceur. Du fond de la maladie, il vous regardait avec bénignité et profondeur, merveilleux témoignage en lui d'une santé immortelle qui ne pouvait pas plus mourir que s'affaiblir. Et comme des cercles sur les eaux, s'agrandissent en se perdant. Ses yeux toujours plus vastes arrondissaient les anneaux de l'éternité. Une terreur sacrée, indicible, vous envahissait auprès de ce sauvage déclinant, tandis qu'on voyait passer sur son visage d'étranges choses, telles qu'en virent ceux qui assistèrent à la mort de Zoroastre. Car l'effrayant mystère de l'homme n'a jamais été livré par les mots ou par les livres, et l'approche de la mort, qui rend égal tout un chacun, et le marque au sceau d'une ultime révélation. Nul n'en pourrait rien dire, sinon un auteur revenu d'entre les morts. De sorte que, répétons-le,
Il n'y eut ni Chaldéen ni Grec qui, à sa mort, eût des pensées plus élevées et plus saintes que celles dont les ombres mystérieuses passaient sur le visage du pauvre Kikeg, tandis qu'il gisait paisible dans son hamac, que les vagues marines semblaient doucement bercer pour son dernier sommeil, et que la houle océane semblait le soulever toujours plus haut vers le ciel qui l'attendait. Il n'était pas un homme de l'équipage qui ne le considérât perdu. Quant à ce que Kukeg lui-même pensait de son état, il le rendit évident par une curieuse faveur qu'il demanda. Dans la grisaille du premier quart, alors que le jour perçait à peine, il appela un homme, lui prit la main et lui dit que, se trouvant à Nantucket, il y avait vu par hasard de petits canoës de bois sombre, pareils à l'opulent bois de fer de son île natale, et que s'étant enseigné, il avait appris que tous les baleiniers venant à mourir à Nantucket étaient couchés dans ces mêmes canoës noirs et que l'idée d'être mêmement étendu lui avait beaucoup plu, car ce n'était pas sans ressembler aux coutumes de sa race, lorsque, après avoir embaumé le corps d'un guerrier, on l'allonge dans son canoë, le laissant emporter par les flots jusqu'aux archipels d'étoiles. Car non seulement il croit que les étoiles sont des îles, mais encore que bien au-delà de tout horizon, leur mer clémente et sans rivage se confond avec le bleu du ciel pour former les blancs brisants de la Voie lactée. Il ajouta que l'idée lui donnait le frisson d'avoir, selon l'usage marin, son hamac pour linceul et d'être jeté comme une pâture infâme à la voracité des requins charognards. Non, quand bien même cela impliquait une navigation incertaine et une longue dérive dans la confusion des âges, il souhaitait avoir un canoë comme ceux de Nantucket, d'autant plus adéquat pour un baleinier qu'à la façon des pirogues, ces canoës cercueils n'avaient pas de quilles. À peine cet étrange vœu vint-il à être connu à l'arrière que le charpentier reçut aussitôt l'ordre de le réaliser. Quelle que fût la fantaisie de Kikeg. Il se trouvait à bord une vieille pièce de bois exotique, couleur de cercueil, qui, au cours d'un long voyage précédent, avait été coupée dans les forêts primitives des îles Lacadives, et on lui recommanda de faire le cercueil avec ce bois sombre. À peine informé, le charpentier prit sa règle, et avec la promptitude indifférente qui le caractérisait, il se dirigea vers le gaillard d'avant, et prit avec une précision méticuleuse les mesures de Kikeg, lui faisant des coches à la craie chaque fois qu'il déplaçait sa règle. « Ah, le pauvre gars, le voilà obligé de mourir à présent !» s'écria le matelot de Long Island. De retour à son établi, le charpentier, pour plus de facilité et pour mémoire, y fit au couteau 2 entailles à chaque extrémité d'après la longueur que devait avoir le cercueil. Cela fait, il disposa son bois et ses outils et se mit à l'ouvrage. Le dernier clou planté, le couvercle dûment raboté et ajusté, il prit légèrement le cercueil sur son épaule, et s'en allant vers le gaillard d'avant, il demanda si l'on était déjà prêt à s'en servir en ces lieux. Surprenant les exclamations indignées, mais à demi amusées, avec lesquelles les hommes du pont essayaient de faire rebrousser chemin au cercueil, Kukeg, à la consternation générale, demanda que la chose lui soit apportée sans retard et personne ne s'y opposa, car, de tous les mortels, certains moribonds sont les plus tyranniques, et l'on cède à ces pauvres gars parce qu'ils en auront bientôt et à jamais fini de nous gêner. Penché en dehors de son hamac, Kukeg regarda longuement et attentivement le cercueil. Puis il réclama son harpon, le fit démancher et en fit déposer le fer dans le cercueil avec une pagaie de sa baleinière. Sur sa demande aussi, on en garnit le pourtour avec des biscuits. On déposa à la tête une bouteille d'eau douce et aux pieds un petit sac de sciure et de terre mêlée qu'on avait raclé dans la cale, et enfin, en guise d'oreiller, un morceau roulé de toile à voile. Kukeg pria alors qu'on le portât dans sa dernière couche afin qu'il juge de son confort, si tant est qu'elle en eût. Il y resta étendu, immobile, quelques instants, puis réclama qu'on aille chercher dans son sac son petit dieu Yo-Yo. Alors il croisa les bras sur Yo-Yo, demanda qu'on mît en place le panneau d'écoutille, comme il appelait le couvercle du cercueil. Le couvercle tourna sur sa charnière de cuir, et voilà que Kukeg se trouva allongé dans son cercueil. Seul son visage serein était visible. « Rarmaï, ça ira, c'est confortable », murmura-t-il enfin, en faisant signe qu'on le remette dans son hamac. À peine y était-il installé que Pip, qui pendant tout ce temps
avait traîné furtivement alentour, s'approcha de lui et lui prit la main en sanglotant doucement. Dans l'autre main, il tenait son tambourin. « Pauvre vagabond, n'en auras-tu jamais fini de cet épuisant vagabondage? Où vas-tu à présent? Si les courants t'emportent jusqu'aux suaves Antilles, aux plages battues des seuls nénuphars, y transmettras-tu pour moi un petit message? Cherche-y un certain Pipe, disparu depuis longtemps déjà, je crois qu'il est dans ces îles lointaines. Si tu le trouves, console-le, car il doit être bien triste, car, vois, il a oublié son tambourin et je l'ai trouvé. Rigadigue, digue, digue, maintenant meurs, Cuquègue, et je rythmerai ta marche funèbre. » J'ai entendu dire, murmura Starbuck, contemplant la scène penché sur l'écoutille, que des hommes parfaitement ignorants venaient, sous le coup de fièvre violente, à parler des langues anciennes et que l'on découvrait toujours en approfondissant ce mystère que, lors d'une enfance tout entière oubliée, ils les avaient effectivement entendus parler par des savants de leur entourage. Aussi j'ai la conviction que le pauvre Pipe, dans l'étrange fraîcheur de sa folie, apporte les preuves divines de toutes nos demeures célestes. Où ailleurs aurait-il appris tout cela? Chut, il parle encore, mais avec plus de frénésie. En rangs par deux, faisons de lui un général. Oh, où est son harpon? Posons-le là. Rigadigue, digue, digue, hurrah. Oh, qu'un coq de combat vienne à s'asseoir sur sa tête pour chanter. Cuquègue meurt en héros. Entendez bien, Cuquègue meurt en héros. Ne l'oubliez pas, Cuquègue meurt en héros. Je dis bien héros, héros. Mais ce vil petit Pipe lui est mort en couard, il est mort tout frissonnant, haro sur Pipe. Chut, si vous trouvez Pipe, informez toutes les Antilles que c'est un déserteur, un couard, un couard, un couard. Dites-leur qu'il a sauté d'une baleinière. Jamais je ne jouerai du tambourin pour l'ignoble Pipe, ni le consacrerai général, s'il mourait ici encore une fois. Non, non, honte à tous les couards, honte à eux, qu'ils se noient comme Pipe qui a sauté d'une baleinière. Honte, honte. Pendant ce temps, Cuquègue, immobile, les yeux clos, semblait rêver. Puis Pipe fut emmené et le malade fut remis dans son hamac. Mais maintenant qu'il avait apparemment pris toutes ses mesures devant la mort, que son cercueil s'était révélé bien ajusté, Cuquègue tout soudain revint à la vie. Il s'avéra bientôt que la boîte du charpentier était inutile, et à ceux qui lui exprimaient leur ravissement étonné, il répondit en substance que la raison de cette brusque convalescence tenait au fait qu'au moment critique, il s'était souvenu d'avoir négligé un petit devoir à terre. Aussi s'était-il ravisé quant à sa mort, et il déclara qu'il ne pouvait mourir pour le moment. Ils lui demandèrent alors si vivre ou mourir dépendait de sa volonté souveraine et de son bon plaisir. Il répondit, certainement. En un mot, l'opinion de Cuquègue était que si un homme était décidé à vivre, une simple maladie ne pouvait le tuer, ni rien, hormis une baleine, ou une tempête, ou quelque agent destructeur de même nature, violent, irrépressible, inintelligent. Mais il y a une différence notoire entre un sauvage et un civilisé car, tandis qu'un civilisé malade fait souvent 6 mois de convalescence, un sauvage malade est en règle générale presque rétabli en un jour. Aussi mon Cuquègue, reprit-il, des forces en temps voulu, et enfin, après être indolemment resté assis pendant quelques jours sur le guindeau, mangeant toutefois avec un solide appétit, il gicla soudain sur ses pieds, s'étira en tous sens, bras et jambes, bâilla quelque peu, et sautant dans sa pirogue suspendue, et balançant un harpon, il se déclara prêt au combat. Avec une sauvage fantaisie, il utilisa désormais son cercueil comme coffre, y versa le contenu de son sac de toile et y rangea ses vêtements. Il consacra de nombreuses heures de loisir à sculpter sur le couvercle des figures grotesques et des dessins, et il semblait qu'il cherchât à sa manière primitive à y transcrire les tatouages compliqués de son corps. Tatouages qui étaient l'œuvre d'un défunt prophète et voyant de son île qui avait écrit, dans ses caractères hiéroglyphiques, une thèse complète sur les cieux et la terre, et un traité mystique sur l'art d'atteindre à la vérité. La personne de Cuquègue était dès lors une énigme à déchiffrer, une œuvre étonnante en un volume dont lui-même ne pouvait pas lire les mystères contre lesquels battait pourtant son cœur de chair. Ces mystères étaient donc destinés à tomber en poussière avec le parchemin vivant où ils s'inscrivaient et à demeurer, à jamais impénétrés.
C'est bien une telle pensée qui avait dû arracher à Achab cette exclamation farouche qu'il eut lorsque, se détournant un matin du pauvre Kikeg, il s'écria « Oh, satanique supplice de Tantale infligé par les dieux !»